Merci d'être là. Merci Alexandra d'avoir accepté de parler donc, de notre roman de la rentrée, Booming, qui est de Mika Biermann, qui est le deuxième roman de Mika qu'on édite, qui est aussi édité chez POL. Voilà, donc effectivement, c'est un western et pas que, et tu vas commencer donc par le présenter. D'accord. Donc c'est un western, mais c'est aussi un pur roman d'aventure, un très très beau roman métaphysique. Il est question d'aventure, de tuerie, il y a beaucoup de violence, les personnages sont tous étonnants, fantastiques. C'est une très très belle histoire d'amitié. Bien. Booming, c'est le nom d'une ville, en fait, dans laquelle il ne se passe quasiment rien. Sauf qu'avec Mika Biermann, il se passe toujours des choses. Voilà, des choses fascinantes. On est à la fois face à une œuvre d'art, on est aussi au cinéma, en plein montage. On est avant, pendant, après l'action. C'est fabuleux, c'est drôle, ça se lit d'une traite, c'est génial. Oui. On a trouvé que c'était aussi bien, c'est effectivement une assez étonnante variation du temps dans le récit. C'est-à-dire que ces deux personnages qui sont un petit peu Sancho Panza et Don Quichotte, qui arrivent dans une ville qui peu à peu, dans leur démarche, tout commence à se pétrifier, l'eau s'arrête de couler, et puis du coup les deux personnages vont se retrouver dans deux temporalités différentes, avec effectivement quelque chose de très lié au cinéma, au tableau aussi, à la peinture italienne, à la sculpture italienne du XVIIe siècle et du XVIe siècle. C'est-à-dire que systématiquement, il décrit des personnages qui vont se retrouver coincés dans des temporalités différentes, donc des angles de vue différents d'un personnage à l'autre, des scènes de duel tout à fait étonnantes, parce que justement, les temps, même y compris celle de la balle qui avance, se retrouvent observés à la fois par le tueur, à la fois par les observateurs extérieurs, et donc on est sur une variation sur le cinéma, on est effectivement dans une sorte de montage permanent d'un film en cinémascope. On retrouve John Ford, on retrouve Raoul Walsh, mais on retrouve aussi dans les dialogues notamment qui sont très, très ciselés, du Tarantino. Enfin vraiment on est dans une chose tout à fait étonnante. C'est presque un western qui revisiterait la totalité de l'histoire de l'art, puisque un des personnages est un homme qui est un Européen et qui a visité Naples, qui a visité Paris, et donc qui systématiquement comme ça, à travers ce qu'il voit, et notamment la pétrification de ce qui l'entoure et des hommes qui l'entourent, des tableaux, des sculptures du XVIe siècle. Voilà, c'est un art tout à fait étonnant de la narration, d'autant que Mika est un Allemand qui écrit directement en français, qui est aujourd'hui guide dans les musées de Marseille et qui a une manière de raconter, de nous faire pénétrer comme ça tous ces paysages de manière à la fois très précise, et à la fois très cinématographique, très visuelle, et avec un humour absolument désopilant. Je le disais tout à l'heure, et puis il y a une phrase parce qu'en fait ces deux personnages vont chercher l'amie, la maîtresse de l'un d'eux, et à un moment donné, celui qui justement vient rechercher sa compagne commence à avoir un petit peu peur, et dit bon, je m'en vais là, et l'autre dit mais enfin c'est ton grand amour, et il dit tous les grands amours rentrent dans une petite boîte. Et voilà, et c'est tout le temps ce type de dialogue comme ça qui est mis en perspective. Voilà, je crois que c'est un très très beau roman, et c'est surtout un très grand auteur. Je ne sais pas si vous avez pu voir donc Un Blanc, qui était le premier roman qu'on avait sorti, mais même chez POL, les autres sont bien. Non, mais je vous assure, enfin maintenant ils sont sortis, mais ils sont bien quand même. Mickey, le village miniature, et Palais à volonté. Voilà. Je vais rajouter quelque chose. C'est un livre qui ne comporte pas de chapitres. Il est construit de manière comme ça, d'un seul trait, fait de paragraphes. Donc c'est un livre qu'on lit comme ça en une fois. Je voulais juste vous lire un petit passage pour vous donner un peu une idée du livre. Le jour se lève sur la plaine. 4 putes, une brune habillée en vert, une rousse en rose, une blonde en rouge, une châtain en jaune, portent un cercueil, chacune sa poignée. Ce ne sont pas des mauviettes, ce sont des femmes du Far West
qui ont trimballé leur lot de sacs, de valises, de fardeaux. Je ne sais pas où on en est au point de vue du temps. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, mais c'est pas fini. Je vais vous présenter aussi, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaîtraient moins, Anacarsis. Donc on a fondé cette maison d'édition avec un ami. Ça fait maintenant 13 ans. Donc c'est comme quoi, quand on fonde des maisons d'édition avec des amis, parfois ça dure. On l'a fondé sur l'idée, on était historiens de formation tous les deux, et on tombait sur des textes, historiens en histoire médiévale, on tombait sur des textes qui, en dehors de leur dimension documentaire, avaient pour nous une fantastique dimension littéraire. C'est-à-dire que voilà, un mercenaire du XIVe siècle qui écrit sa vie, ou un ambassadeur qui va à Byzance, outre le fait qu'effectivement c'est un matériau pour l'histoire, c'est aussi des gens qui ont un propre intérêt à écrire, souvent pour une ascension personnelle, et parfois, du coup, ils jouent avec les vérités, ils sont dans le mensonge, et finalement, on est déjà un petit peu dans la fiction. Et à partir de là, on a voilà, toujours des textes qui sont inédits, on va chercher la documentation, les textes à la Martienne à Venise, à la Byzantine, on va à Rome, à la Vatican, et on travaille avec des gens qui font tout un travail très très précis en philologie, mais après le texte est donné à lire uniquement sur la dimension littéraire et une petite introduction contextuelle qui permet de se situer dans l'histoire. Et on a comme ça des textes un petit peu qui vont de la Malaisie jusqu'à l'Empire aztèque. On a notamment traduit les textes qui ont un petit peu marqué peut-être voilà, dans ce type de choses. On a les sagas islandaises de Régis Boyer, les sagas légendaires. On a aussi traduit un texte qui nous a un peu marqué, parce qu'on fait aussi, des textes qui sont purement des textes de littérature ancienne. Donc Le Tyran Leblanc, Johan Ottmar Torey, qui est vraiment le premier texte de facture européenne tel que l'a décrit Mario Vargas Llosa, des textes qui ont marqué encore dans la collection Famagouste, tels que l'année dernière Les atrocités des pirates, ou encore l'année dernière encore Jeremiah Johnson. Voilà, tout ça, parce qu'on s'intéresse aussi à la manière dont finalement ces textes-là sont à l'origine de la création de mythes contemporains. C'était le cas de l'histoire, de la véritable histoire de Billy the Kid. Voilà, des textes de celui-là, et le dernier un petit peu remarqué dans cette collection, ça s'appelle Dans l'Empire mongol. C'est le premier voyage 20 ans avant Marco Polo d'un dominicain qui part, qui s'appelle Plancarpin, et qui va retrouver le Grand Khan. Ça, c'est la collection Famagouste. À partir de là, comme c'était aussi un amour, une histoire d'amour entre l'histoire et la littérature, on a créé une collection d'essais en histoire. Notamment, on travaille, et je pense qu'on est les seuls en France à travailler sur les nouveaux historiens américains, c'est-à-dire ce qu'on appelle la New Western History. Vous avez peut-être entendu parler de textes comme le Middle Ground, comme l'Empire Comanche, comme Les Ombres à l'Aube, qui a gagné l'année dernière le prix d'histoire de Blois. Ensuite, on a une collection en anthropologie avec comme directeur de collection Alban Vincent, et on travaille sur une anthropologie qui est véritablement anti-structuraliste, c'est-à-dire une volonté de réintroduire le temps dans l'histoire, le temps et l'histoire dans l'anthropologie, de réfléchir sur la réflexivité dans l'anthropologie. Voilà, ça fait des textes assez importants, dont un qui va sortir et qu'on attend depuis 3 ans maintenant, et qui s'appelle Les sanglots de l'aigle pêcheur, sur la guerre de 1917 en Calédonie, mais qui donne aussi toute une grande perspective sur ce que c'est qu'écrire en pays dominé, notamment avec, dans ce texte-là, la collecte de tout ce que les Kanaks ont écrit après la défaite de leur guerre en 1917, et qui est voilà, une prise de souveraineté intellectuelle, où ils racontent la guerre, et où ces textes-là vont finalement être le déclencheur de la réflexion politique qui va amener les événements de 85, et puis qui continue aujourd'hui, parce que vous savez sans doute qu'il va y avoir des élections d'indépendance, normalement, enfin en tout cas un référendum d'ici 2019. On a aussi 1 minute pour vous dire que qu'on a aussi une collection donc, de fiction. Mais bon, l'introduction a été très bien faite par Anaïs, où les gens, l'idée c'est effectivement de traverser les genres, de les revisiter. Donc on a du polar, on a notamment un auteur tout à fait singulier qui s'appelle Alberto Ongaro, qui était un ami et scénariste d'Hugo Pratt, qui a fait 4 titres chez nous, mais peut-être un des plus marquants qui s'appelait La taverne du Doge Loredan. Voilà, et on continue d'explorer ainsi les choses. Dans la collection Essai, on a
une toute petite excroissance qui s'appelle les ethnographiques, qui sont des textes qui mettent en avant la réflexion proposée dans l'anthropologie contemporaine sur des études de terrain, et donc 2 textes qui avaient aussi en leur temps été remarqués. C'est un qui s'appelle Le vol et la morale, puisque l'anthropologue a vécu pendant 4 ans avec un voleur au quotidien, c'est ce qu'elle raconte, voilà, un voleur qui n'a jamais été pris, donc on n'est jamais dans le repenti, et donc cette dimension anthropologique de l'écriture, et c'est fini, on était vachement bien. Je suis très content parce que en général je dis singulier au moins 10 fois par intervention, et là je le dis qu'une fois. Merci beaucoup.